Bien avant que les Anunnaki ne soient donc gravés dans l'argile et invoqués par les rois, la Mésopotamie portait déjà la mémoire d'un monde plus ancien. Les textes sumériens évoquent un temps où la terre n'était ni silencieuse ni vide, mais traversée par des cycles oubliés, des eaux primordiales et des ruptures difficiles à nommer. Ces récits ne commencent pas avec des dieux venus du ciel, mais avec une instabilité profonde, une transition lente entre ce qui existait auparavant et ce qui allait suivre. Les tablettes ne racontent pas une création soudaine, mais une réorganisation, comme si quelque chose avait pris fin avant que d'autres n'arrivent. Derrière les noms divins et les métaphores cosmiques se cache peut-être une mémoire plus ancienne, fragmentée, transmise avec prudence. Une mémoire qui pose une question simple mais dérangeante. Que s'est-il réellement passé avant l'arrivée des Anunnaki ? Avant que les Anunnaki n'apparaissent dans les listes royales et les hymnes gravés dans l'argile, les textes sumériens laissent entrevoir un monde plus ancien, difficile à saisir, presque effacé par le langage lui-même. Ce monde n'est pas présenté comme vide, ni comme un simple décor en attente de Dieu. Il est décrit comme instable, mouvant, traversé par des forces sans contour précis. La Terre, à ce stade, n'a pas encore de nom fixe. Elle n'est pas définie par des frontières ni par une organisation claire. Elle existe mais sans structure durable, comme si elle traversait une phase intermédiaire entre plusieurs états. Les scribes sumériens évoquent de souvent cette période à travers des images d'eaux étendues, profondes, indifférenciées. Ces eaux ne sont pas seulement physiques, elles semblent représenter une condition du monde, un état où rien n'est encore séparé, où le ciel, la terre et les profondeurs se confondent. Ce n'est pas un chaos violent, mais un déséquilibre silencieux, un monde sans hiérarchie stable. Les tablettes ne décrivent pas une création soudaine, mais un lent passage, presque une fatigue cosmique, comme si quelque chose cherchait à se transformer sans encore y parvenir. Ce qui frappe dans ces récits, c'est l'absence de figure dominante. Avant les grands noms divins, avant les généalogies célestes, il existe un temps où aucune autorité claire ne gouverne. Les forces mentionnées ne commandent pas, elles existent. Elles ne façonnent pas encore le monde, elles l'occupent. Cette nuance est importante, car elle suggère que l'ordre n'a pas toujours été la norme. Il a dû émerger peut-être en réponse à une instabilité devenue trop grande pour être maintenue. Certains textes laissent entendre que cette période était marquée par des cycles. Rien ne commence véritablement, rien ne s'achève complètement. Les transformations sont lentes, répétitives, presque mécaniques. La Terre change sans progresser. Les eaux montent et se retirent, les espaces se forment, puis se dissolvent. Cette vision n'est pas celle d'un âge d'or, mais d'un monde en attente, suspendu dans une forme d'équilibre fragile. Il est tentant de lire ces récits comme de simples mythes, mais leur cohérence interne suggère autre chose. Les Sumériens ne cherchaient pas seulement à expliquer l'origine du monde. Ils tentaient de préserver la mémoire d'un état antérieur, transmis à travers des symboles, parce qu'il était peut-être trop ancien ou trop dérangeant pour être décrit directement. Les métaphores aquatiques, les silences, les transitions floues, tout cela indique une prudence dans la narration. Ce monde sans nom n'est jamais idéalisé. Il est présenté comme incomplet, vulnérable, exposé à des forces qu'il ne maîtrise pas. Cela pourrait expliquer pourquoi, plus tard, l'arrivée des Anunnaki est décrite non comme une invasion, mais comme une réponse. Les textes suggèrent que quelque chose devait changer, que l'ancien état du monde ne pouvait pas durer. L'ordre, la séparation du ciel et de la terre, l'organisation des rôles divins et humains apparaissent alors comme des solutions à un problème déjà ancien. En observant ces récits avec attention, on comprend que les Sumériens regardaient leur passé comme un paysage fragmenté. Ils savaient que quelque chose avait précédé ce qu'ils connaissaient, mais cette chose leur échappait en grande partie. Ce n'est pas l'arrivée des Anunnaki qui marque le début de l'histoire, mais la fin d'un état antérieur, silencieux et instable. Et si les tablettes insistent autant sur ce temps oublié, c'est peut-être parce que ces traces continuaient d'influencer le monde, bien après qu'il ait cessé d'exister sous cette forme. Lorsque les tablettes sumériennes poursuivent le récit après ce temps sans nom, elles ne quittent pas immédiatement l'indistinction. Elles s'attardent sur les eaux, non pas comme un simple élément naturel, mais comme une présence dominante, presque persistante, qui imprègne chaque transition du monde ancien. Ces eaux ne sont pas décrites avec violence. Elles ne dévastent pas, elles enveloppent. Elles forment un milieu dans lequel tout existe sans se distinguer clairement. La terre n'est pas encore ferme, le ciel n'est pas encore élevé et les profondeurs ne sont pas séparées de la surface. Tout repose dans une continuité fluide. Dans les récits sumériens,
l'eau porte la mémoire. Elle conserve ce qui a existé avant toute organisation visible. Les scribes semblent suggérer que l'histoire du monde n'est pas effacée, mais dissoute, répartie dans cet élément ancien. Les eaux primordiales ne sont donc pas un point de départ, mais un réservoir. Elles contiennent des traces, des mouvements passés, des formes inachevées. Cette idée revient souvent, discrètement, comme si l'eau était le seul témoin fiable d'un monde antérieur. Ce monde instable ne connaît pas encore de frontières durables. Les espaces apparaissent, mais ne restent pas. Les hauteurs se forment sans s'imposer. Les profondeurs ne sont pas confinées. Tout semble soumis à une oscillation lente. Les Sumériens ne parlent pas de destruction brutale, mais de transformation répétée, presque épuisante. Le monde se modifie sans parvenir à se stabiliser. Cette instabilité n'est pas présentée comme un accident, mais comme une condition normale de l'époque. Les textes suggèrent aussi que ces eaux étaient en liaison à une forme de potentiel. Tant que rien n'est séparé, tout reste possible. Mais cette possibilité constante devient, avec le temps, un problème. Sans limite, rien ne peut durer. Les formes se dissolvent avant d'avoir le temps d'exister pleinement. Les forces présentes ne disparaissent pas. Elles se recyclent, reviennent sous d'autres formes, sans jamais s'ordonner. Cette répétition silencieuse donne au récit une tonalité presque mécanique, loin des créations spectaculaires souvent associées aux mythes. Les scribes utilisent rarement des noms précis pour décrire ces forces aquatiques. Elles sont évoquées à travers des fonctions, des états, des mouvements. Cela renforce l'idée que ce monde ancien échappait à la classification. Nommer chez les Sumériens revient souvent à fixer. Or ici, rien n'est encore figé. L'absence de nom devient alors un indice. Ce qui n'a pas de nom ne peut pas être gouverné ni véritablement compris. Avec le temps, les tablettes laisseront entendre que cette situation atteint une forme de saturation. Les eaux, en conservant tout, empêchent aussi toute évolution durable. Le monde ne progresse pas, il tourne sur lui-même. Ce n'est pas un effondrement, mais une stagnation. Et c'est peut-être cette stagnation qui rend nécessaire l'apparition d'une nouvelle structure. L'ordre n'émerge pas par ambition, mais par nécessité. C'est dans ce contexte que certaines figures commencent à se distinguer, non pas encore comme des dieux pleinement établis, mais comme des principes de séparation. Leur rôle n'est pas de créer à partir de rien, mais de diviser, de limiter, de canaliser. Les eaux doivent être contenues, non détruites. Elles restent donc présentes, mais reléguées à des espaces non spécifiques. Cette idée traverse plusieurs récits, suggérant que le monde ne peut avancer qu'en acceptant de perdre une partie de son état originel. Ce qui est frappant, c'est que les Sumériens ne décrivent jamais cette transition comme une victoire totale. Les eaux primordiales ne disparaissent jamais complètement. Elles subsistent sous la surface, dans les profondeurs, dans les sources cachées. Elles continuent d'exister comme une mémoire active. Le monde ordonné repose littéralement sur ce qu'il a dû contenir. Cette cohabitation entre l'ancien et le nouveau crée une tension permanente, discrète mais fondamentale. En filigrane, les textes semblent avertir que cet équilibre reste fragile. Si les limites venèrent à céder, si les eaux reprenaient crânant leur liberté première, l'ancien état pourrait réapparaître. Ce n'est pas une menace formulée clairement, mais une possibilité implicite, transmise avec retenue. Le passé n'est jamais totalement passé. Ainsi, les eaux primordiales ne sont pas seulement un souvenir. Elles sont une présence continue, silencieuse, intégrée au fonctionnement du monde. Elles rappellent que l'ordre n'est pas naturel, mais construit, maintenu, parfois imposé. Et derrière chaque structure stable, il existe un état plus ancien, plus fluide, qui n'a jamais cessé d'exister pleinement. Cette idée prépare doucement la suite du récit, car pour comprendre ce qui vient après, il faut d'abord saisir ce qui a dû être contenu pour que le monde puisse enfin se séparer. Dans les récits sumériens, il existe un moment ancien où le ciel et la terre ne forment pas encore deux domaines distincts. Ils sont évoqués comme une seule masse continue, étendue, sans distance réelle entre le haut et le bas. Cette union n'est pas décrite comme harmonieuse, mais comme indifférenciée. Le ciel ne domine pas, la terre ne soutient pas. Ils coexistent dans une proximité qui empêche toute structure durable. Les tablettes parlent de cette époque avec retenue, comme si le langage lui-même avait du mal à saisir un monde sans verticalité définie. Dans cet état ancien, l'espace n'est pas organisé. Il n'y a pas encore de ligne claire, pas de séparation fonctionnelle. Le ciel n'est pas un lieu, mais une extension. La terre n'est pas un sol, mais une surface instable. Les forces circulent librement entre les deux, sans obstacle, sans hiérarchie. Cette circulation constante empêche la fixation des formes.
Rien ne peut s'élever durablement, rien ne peut s'enraciner. Le monde existe, mais il ne s'installe pas. Les scribes sumériens semblent percevoir cette absence de séparation comme une limite. Sans distinction entre le ciel et la terre, aucune autorité ne peut s'exercer pleinement. Les forces présentes ne peuvent pas se spécialiser. Elles se mélangent, se neutralisant parfois, se renforcent à d'autres moments, sans jamais produire un ordre stable. Ce n'est pas un conflit, mais une confusion persistante. Le monde est plein, mais il manque de direction. Cette vision contraste fortement avec les récits ultérieurs où la séparation devient un acte fondateur. Ici, au contraire, l'unité originelle est présentée comme une condition provisoire, presque problématique. Les Sumériens ne glorifient pas cet état. Ils le décrivent comme un passé nécessaire, mais insuffisant. Un monde sans séparation est un monde sans histoire, car rien ne peut vraiment commencer tant que tout reste confondu. Les textes évoquent parfois cette union à travers des images de pression et de proximité. Le ciel repose sur la terre touche le ciel. Il n'y a pas d'espace intermédiaire. Cette absence d'intervalle est essentielle. Sans distance, il n'y a pas de mouvement indépendant. Tout déplacement est immédiatement absorbé par l'ensemble. Le monde est dense, saturé, incapable de respirer. Peu à peu, les tablettes en suggèrent pensant que cette situation devient intenable. Non pas par violence soudaine, mais par accumulation. Les forces se superposent, les tensions s'installent, l'unité cesse d'être neutre, elle devient un frein. Ce glissement est décrit de manière indirecte, presque discrète. Les scribes ne parlent pas d'un événement précis, mais d'une nécessité croissante de différenciation. La séparation du ciel et de la terre apparaît alors comme une réponse à cette saturation. Ce n'est pas un geste de domination, mais un ajustement. En créant une distance, le monde gagne de la profondeur. Le haut et le bas peuvent enfin jouer des rôles distincts. Le ciel devient un domaine d'organisation, la terre un espace de stabilité relative. Cette transformation n'efface pas leur lien, mais le redéfinit. Il est important de noter que cette séparation n'est jamais décrite comme définitive. Les Sumériens insistent sur le fait que le ciel et la terre restent liés. Ils communiquent, s'influencent, se répondent. La distance créée n'est pas une rupture totale, mais une tension contrôlée. Le monde ordonné repose sur cette tension. Trop de séparation et l'équilibre se perd. Trop de proximité et le chaos revient. Les textes laissent entendre que cette transition a laissé des traces. L'ancien état d'unité n'a pas disparu. Il subsiste dans certaines zones du monde, dans des lieux où le ciel semble toucher la terre, où les frontières deviennent floues. Ces lieux sont rarement décrits en détail, mais ils sont évoqués avec prudence. Ils rappellent un temps où les distinctions n'existaient pas encore et où le monde fonctionnait selon d'autres règles. Ce passé non séparé influence aussi la manière dont les Sumériens conçoivent l'ordre divin. Les dieux ne sont pas simplement répartis entre le ciel et la terre. Certains semblent appartenir aux deux à la fois, comme des vestiges de cette ancienne continuité. Leur rôle est souvent ambigu, difficile à classer. Cette ambiguïté n'est pas un défaut du récit, mais une trace volontaire de ce qui a précédé. En observant ces éléments, on comprend que la séparation du ciel et de la terre n'est pas seulement un mythe de création. C'est une tentative de donner sens à un changement profond dans la manière dont le monde est perçu. Les Sumériens regardent ce passé comme une étape nécessaire, mais révolue, dont les conséquences continuent de se faire sentir. Le monde ordonné n'est jamais totalement détaché de son origine confuse. Cette continuité entre l'ancien et le nouveau explique pourquoi les récits sumériens insistent autant sur l'équilibre. Rien n'est jamais acquis. La séparation doit être maintenue. Elle demande une attention constante. Si elle venait à se relâcher, le monde pourrait glisser vers cet état antérieur, dense et indifférencié, où le ciel et la terre se confondent à nouveau. Ainsi, derrière l'image apparemment simple d'un ciel élevé et d'une terre abaissée, se cache une réflexion plus profonde sur la fragilité de l'ordre. Les Sumériens ne voyaient pas leur monde comme un résultat final, mais comme une configuration temporaire, construite sur un passé encore présent. Et cette conscience prépare la transition suivante du récit, car une fois la séparation établie, une autre question se pose doucement, presque inévitablement. Que restait-il encore de cet ancien monde, dissimulé dans les interstices du nouvel ordre ? Après la séparation du ciel et de la terre, les textes sumériens ne basculent pas immédiatement vers un monde pleinement structuré. Entre l'unité ancienne et l'ordre établi, il subsiste un intervalle difficile à définir. C'est dans cet espace narratif que les tablettes évoquent un avant silencieux,
un temps où les forces existent, où les lieux sont en place, mais où rien ne semble encore véritablement animé. Ce silence n'est pas l'absence de vie, il est l'absence de voix, l'absence de récit clair, comme si le monde, tout juste réorganisé, retenait encore sa respiration. Les scribes décrivent cette période avec une sobriété remarquable. Les actions sont rares, les descriptions minimales. Les dieux eux-mêmes, lorsqu'ils sont mentionnés par Tamor-Seturnei, apparaissent clés comme distants, presque inactifs. Ils ne façonnent pas encore, ils observent. Le monde semble figé dans une attente diffuse. Cette retenue dans l'écriture suggère que ce temps n'était pas destiné à être pleinement raconté. Il marque une transition trop récente pour être mythifiée, trop ancienne pour être comprise. Ce silence est souvent associé à une absence de mouvement social. Les textes ne parlent ni de cité, ni de loi, ni de relations humaines. L'humanité, si elle existe déjà sous une forme embryonnaire, reste en marge du récit. Elle n'interagit pas encore avec l'ordre cosmique. Le monde est prêt, mais il n'est pas habité au sens plein. Cette distinction est essentielle car elle montre que la stabilité cosmique ne suffit pas à elle seule à produire une civilisation. Dans certaines tablettes, ce temps est évoqué à travers des expressions indirectes, des formules qui insistent sur ce qui n'est pas encore arrivé. Les temples ne sont pas bâtis, les noms ne sont pas prononcés, les fonctions ne sont pas assignées. Cette accumulation de négations crée une atmosphère étrange, presque suspendue. Le monde est défini par ce qu'il attend, plutôt que par ce qu'il est. Les Sumériens semblent conscients que ce silence contient une forme de mémoire. Ce n'est pas un vide, mais une rétention. Les événements antérieurs, trop instables ou trop lointains, n'ont pas disparu. Ils sont simplement maintenus hors du discours. Les tablettes deviennent alors des objets de médiation, des tentatives prudentes pour approcher ce passé sans le réveiller complètement. Écrire dans ce contexte n'est pas seulement transmettre, mais contenir. Cette approche se reflète dans le style même des textes. Les phrases sont courtes, mesurées, les métaphores sont rares, rien n'est amplifié. Cette économie de mots contraste avec les récits plus tardifs, riches en détails et en actions. Le silence devient ainsi un choix narratif, une manière de signaler qu'il existe des limites à ce qui peut être dit sans perturber l'équilibre du récit. Ce qui rend ce silence encore plus intrigant, c'est qu'il précède directement l'apparition d'un nouvel ordre actif. Les dieux commencent à agir. Les fonctions se répartissent, les responsabilités s'établissent. Mais juste avant ce basculement, les tablettes insistent sur ce calme inhabituel, comme si le monde devait passer par une phase de latence avant de pouvoir supporter l'intensité de l'organisation à venir. Certains chercheurs modernes ont noté que cette structure narrative reflète peut-être une observation empirique. Les sociétés humaines connaissent souvent des périodes de réorganisation silencieuse après des bouleversements majeurs. Les structures existent, mais les usages tardent à s'installer. Les textes sumériens pourraient ainsi conserver la trace d'une mémoire collective, transposée à l'échelle cosmique. Le monde, après un changement fondamental, a besoin de temps pour se réadapter. Les tablettes ne donnent jamais de durée précise à cet avant silencieux. Il pourrait être bref ou s'étendre sur de longues périodes. Cette absence de repères temporels renforce son caractère insaisissable. Ce temps échappe aux mesures humaines. Il appartient à une échelle différente où les transitions ne se comptent pas, mais se ressentent. Ce silence n'est pas présenté comme inquiétant. Il est décrit avec neutralité, presque avec respect. Les Sumériens ne semblent pas craindre cet état. Ils le reconnaissent dit comme une étape nécessaire. Le monde ne peut pas passer directement du chaos à l'ordre sans traverser un moment de suspension. Ce moment permet aux nouvelles structures de s'installer sans être immédiatement sollicitées. Pourtant, ce silence n'est pas absolu. Il est ponctué de signes discrets. Des mouvements subtils, des ajustements invisibles. Les forces anciennes se retirent sans disparaître complètement. Les nouvelles prennent place sans encore s'affirmer. Cette coexistence temporaire crée une atmosphère particulière, difficile à traduire, mais perceptible dans la texture même des récits. En fin de compte, cet avant silencieux agit comme une frontière. Il sépare ce qui ne peut plus être raconté de ce qui va bientôt l'être. Les tablettes n'en se tiennent à ce seuil, conscientes de ce qu'elles laissent derrière elles. Elles ne cherchent pas à combler les vides, mais à les respecter. Cette retenue donne au texte leur profondeur, leur densité implicite. Et lorsque le silence commence enfin à se dissiper, lorsque les premières actions structurantes apparaissent, le lecteur comprend que ce calme n'était pas une fin, mais une préparation.
Le monde, désormais stable en apparence, est prêt à accueillir de nouvelles forces, plus visibles, plus actives. Mais ce qu'elles vont instaurer ne peut être compris sans garder en mémoire ce temps muet, où l'ordre attendait encore d'être habité. Lorsque l'ordre commence à se stabiliser dans les récits sumériens, une présence étrange se fait sentir en arrière-plan. Les tablettes évoquent des forces qui ne sont plus au centre du monde, mais qui ne sont pas entièrement absentes. Elles apparaissent sans généalogie claire, sans récit détaillé, souvent sans nom précis. Ces entités anciennes semblent avoir précédé les dieux mieux connus, ceux qui régiront plus tard le ciel, la terre et les cités humaines. Leur existence est suggérée, rarement expliquée, comme si leurs souvenirs avaient été volontairement atténués. Les Sumériens ne présentent pas ces dieux anciens comme des figures renversées ou vaincues. Ils ne sont pas décrits comme des adversaires. Ils appartiennent simplement à un autre temps, à une autre configuration du monde. Leur retrait n'est pas dramatique. Il est silencieux, progressif, presque naturel. Les textes laissent entendre que lorsque l'ordre se précise, certaines forces deviennent incompatibles avec cette nouvelle structure. Elles ne disparaissent pas, mais cessent d'être nommées. L'absence de nom est significative. Dans la pensée sumérienne, nommer, c'est reconnaître une fonction, une place, une autorité. Ce qui n'était pas nommé échappe à l'organisation officielle du monde. Les dieux anciens, en perdant leur nom, perdent aussi leur rôle actif dans le récit. Ils deviennent entre-temps des présences diffuses, intégrées au fond du monde, mais privées de voix. Cette perte n'est jamais expliquée comme une punition. Elle ressemble davantage à une mise à distance nécessaire. Certaines tablettes d'anciens suggèrent que ces entités étaient liées à des états du monde désormais dépassés. Elles représentaient un tas des équilibres anciens, adaptés à une réalité plus fluide, moins structurée. Lorsque le monde change, leurs fonctions deviennent obsolètes. Elles ne peuvent plus intervenir sans perturber l'ordre naissant. Leur retrait devient alors une condition de stabilité. Le monde ordonné repose sur ce qui a accepté de se taire. Ce silence des dieux anciens crée une profondeur particulière dans les récits. Le panthéon sumérien n'est pas présenté comme complet ou définitif. Il repose sur des absences. Derrière chaque dieu actif se cache une couche plus ancienne, à peine perceptible. Cette stratification du divin reflète une vision du monde où rien n'est entièrement nouveau. Chaque ordre repose sur des fondations plus anciennes, souvent invisibles. Les scribes semblent conscients du caractère fragmentaire de cette mémoire. Ils n'essaient pas de reconstituer les noms perdus. Ils acceptent les lacunes. Cette retenue suggère un respect pour ce qui ne peut plus être compris dans les termes du présent. Les dieux anciens ne sont pas oubliés par négligence, mais laissés hors du discours, comme si les rappeler explicitement risquait de troubler l'équilibre actuel. Dans certains passages, ces entités sont évoquées à travers des fonctions résiduelles. Elles sont associées à des lieux profonds, à des zones liminales, là où les frontières deviennent incertaines. Elles ne gouvernent plus, mais elles persistent. Leur influence n'est pas directe. Elles se manifestent par des anomalies, des irrégularités, des zones du monde qui semblent échapper à l'ordre strict. Ces traces discrètes rappellent que le monde n'est jamais totalement unifié. Cette persistance silencieuse donne au récit sumérien une tonalité particulière. Le monde ordonné n'est pas présenté comme pur ou homogène. Il est traversé par des couches de passé. Les dieux anciens, bien que privés de nom, continuent d'exister comme une mémoire structurelle. Ils incarnent ce que le monde a été et ce qu'il ne peut plus être sans se transformer à nouveau. Les Sumériens ne cherchent pas à réconcilier pleinement ces couches. Ils acceptent la coexistence de l'actif et du résiduel. Cette acceptation reflète une compréhension nuancée du changement. Le nouveau n'efface jamais complètement l'ancien. Il le recouvre, le contient, parfois le masque. Mais les fondations demeurent silencieuses, prêtes à réapparaître sous certaines conditions. Cette vision explique peut-être pourquoi les récits sumériens sont si attentifs aux équilibres fragiles. Si l'ordre repose sur des forces qui ont été mises à l'écart, il doit être maintenu avec soin. Lorsque le silence commence à se dissiper dans les textes sumériens, il ne cède pas la place à un bouleversement soudain. L'ordre n'apparaît pas comme une rupture nette, mais comme un glissement progressif. Les forces qui étaient jusque-là diffuses commencent à adopter des formes plus stables. Les rôles ne sont pas encore clairement définis, mais des tendances se dessinent. Le monde ne se transforme pas d'un seul geste. Il apprend lentement à se maintenir. Les tablettes suggèrent que cet ordre naissant n'est pas imposé de l'extérieur. Il émerge de l'intérieur même du déséquilibre ancien. Les forces du chaos ne sont pas éliminées. Elles sont réorganisées, canalisées, limitées.
Ce processus est décrit avec une précision discrète, comme si les scribes observaient une évolution naturelle plutôt qu'un acte volontaire. L'ordre n'est pas une victoire, mais une adaptation. Dans cette phase, les éléments du monde commencent à se distinguer par leur fonction. Ce qui était auparavant indifférencié acquiert une orientation. Certaines forces deviennent associées à la stabilité, d'autres au mouvement. Cette différenciation ne supprime pas les interactions. Elle les rend possibles. En donnant à chaque composant une place relative, le monde gagne en cohérence sans perdre sa complexité. Les textes insistent sur la lenteur de ce processus. Rien n'est instantané. Les ajustements prennent du temps. Les équilibres sont testés, parfois corrigés. Cette insistance sur la durée suggère que l'ordre est fragile à ses débuts. Il doit être renforcé progressivement, sans quoi il risquerait de se dissoudre à nouveau dans l'indistinction ancienne. Le monde apprend à se soutenir lui-même. Les Sumériens semblent particulièrement attentifs aux transitions. Ils décrivent moins les états que les passages entre eux. L'ordre n'est jamais présenté comme un état figé, mais comme un mouvement contrôlé. Cette vision reflète une compréhension fine des systèmes complexes, où la stabilité n'est pas l'absence de changement, mais la capacité à absorber les variations sans se rompre. À mesure que l'ordre se précise, certaines forces commencent à exercer une influence plus marquée. Elles ne dominent pas encore, mais elles orientent. Leur action est mesurée, presque prudente. Les textes évitent toute exaltation. Ils décrivent une mise en place progressive, comme si le monde devait s'habituer à sa propre structure avant de pouvoir la supporter pleinement. Cette retenue narrative est significative. Elle suggère que l'ordre, pour être durable, ne peut pas être imposé brutalement. Il doit être accepté par les forces qui l'organisent. Les Sumériens semblent avoir conscience que toute structure trop rigide finit par se briser. L'ordre qu'ils décrivent est souple, capable d'évoluer, tout en maintenant une cohérence générale. Dans ce contexte, le chaos n'est pas présenté comme un ennemi. Il reste présent en arrière-plan, comme une réserve de possibilités. L'ordre ne cherche pas à l'éradiquer, mais à le contenir. Cette coexistence crée une tension permanente, mais nécessaire. Sans le chaos, l'ordre deviendrait stérile. Sans l'ordre, le chaos redeviendrait envahissant. Les tablettes évoquent parfois cette phase à travers des images de construction lente. Les fondations sont posées avant que les structures ne s'élèvent. Chaque élément doit trouver sa place avant que l'ensemble ne puisse fonctionner. Ces métaphores suggèrent une compréhension empirique du monde fondée sur l'observation des processus naturels et sociaux. L'ordre cosmique reflète l'ordre humain en devenir. Ce parallèle entre le monde et la société n'est jamais explicité, mais il transparaît dans la manière dont les récits entendent et sont construits. Les Sumériens vivaient dans un environnement où la stabilité dépendait d'un équilibre délicat entre forces naturelles imprévisibles et organisation collective. Leur vision de l'ordre cosmique porte la trace de cette expérience. Le monde, comme la cité, doit être entretenu. À mesure que l'ordre s'installe, les textes commencent à introduire des notions de responsabilité. Certaines forces deviennent garantes de l'équilibre. Leur rôle n'est pas de contrôler, mais de maintenir. Cette distinction est importante, car elle montre que l'ordre n'est pas synonyme de domination. Il repose sur une vigilance constante, sur une attention portée aux variations les plus subtiles. Cette phase de naissance de l'ordre est décrite sans triomphalisme. Il n'y a pas de célébration, pas de proclamation. L'ordre est présenté comme une nécessité pragmatique, non comme un idéal. Il permet au monde de continuer, mais il n'efface pas les tensions qui l'ont rendu nécessaire. Ces tensions subsistent, intégrées dans la structure même de la réalité. En filigrane, les textes laissent entendre que cet ordre pourrait un jour être remis en question. Rien n'est définitif. Ce qui a été organisé peut être désorganisé. Cette conscience de la réversibilité confère au récit une profondeur particulière. Le monde n'est pas un résultat final, mais un état transitoire, maintenu par un équilibre toujours menacé. Ainsi, la lente naissance de l'ordre à partir du chaos n'est pas seulement un épisode ancien. C'est un principe récurrent, inscrit dans la manière dont les Sumériens comprenaient le monde. Chaque structure repose sur ce qu'elle a dû contenir. Chaque stabilité porte la trace de l'instabilité qui l'a précédée. Et c'est cette tension silencieuse, jamais complètement résolue, qui prépare la suite du récit, lorsque l'ordre nouvellement établi devra être incarné par des forces capables de le faire perdurer. Dans les tablettes de sumérienne, l'idée de stabilité n'est jamais absolue. Même après l'émergence de l'ordre et l'intégration de l'humanité dans la structure du monde, les récits conservent la mémoire de cycles plus anciens,
fait de ruptures et de recommencements. Ces cycles ne sont pas toujours décrits de manière explicite. Ils apparaissent à travers des répétitions, des effacements, des reconstructions. L'argile elle-même, support fragile et durable à la fois, devient le témoin silencieux de ces alternances. Les Sumériens semblent avoir perçu le monde comme soumis à des phases récurrentes de rééquilibrage. Lorsque l'ordre devient trop rigide, lorsqu'il ne parvient plus à absorber les tensions accumulées, une rupture survient. Cette rupture n'est pas nécessairement violente dans le récit. Elle est souvent évoquée comme une correction, une remise à niveau. Le monde se défait partiellement pour pouvoir se réorganiser. Les tablettes ne présentent jamais ces destructions comme des fins définitives. Elles sont inscrites dans une logique cyclique. Ce qui est détruit n'est pas anéanti, mais transformé. Les structures s'effondrent, mais les matériaux demeurent. Cette vision est profondément liée à l'expérience sumérienne du paysage. Les crues, les dépôts de limon, les reconstructions successives des cités ont façonné une compréhension du temps comme une alternance de pertes et de reprises. Dans les récits mythiques, ces cycles prennent une dimension cosmique. Les destructions ne concernent pas seulement les constructions humaines, mais l'équilibre même du monde. Les forces anciennes, contenues mais jamais supprimées, profitent des failles de l'ordre pour se manifester à nouveau. Leur retour n'est pas décrit comme une vengeance, mais comme une conséquence. Lorsque les limites cèdent, l'ancien état redevient possible. Les scribes inscrivent en ces événements dans l'argile avec une retenue notable, et ils évitent notamment les détails excessifs. Les destructions sont mentionnées brièvement, parfois indirectement. Cette sobriété suggère que ces événements étaient considérés comme inévitables, presque naturels. Les décrire avec emphase aurait été inutile. Ce qui importe, ce n'est pas l'événement lui-même, mais sa place dans le cycle. L'humanité, dans ses récits, n'est jamais entièrement responsable de ces ruptures. Elle y contribue parfois, par excès ou par négligence, mais elle n'en est pas l'origine unique. Les cycles de destruction dépassent l'échelle humaine. Ils relèvent d'un déséquilibre plus large, impliquant l'ensemble des forces du monde. Cette perspective relativise la place de l'humain. Elle le replace dans une dynamique qui le dépasse. Les tablettes évoquent aussi la transmission de ces cycles par l'écriture elle-même. L'argile conserve les traces des mondes précédents, tout comme le sol conserve les couches des cités disparues. Chaque inscription repose sur des fragments d'inscriptions plus anciennes, parfois effacés, parfois recyclés. Cette matérialité de l'écriture renforce l'idée que le passé n'est jamais totalement effacé. Il est enfoui, prêt à être redécouvert. Les Sumériens semblent avoir intégré cette conscience cyclique dans leur manière de penser l'histoire. Ils ne cherchaient pas à établir une progression linéaire vers un état final. Leur vision du temps est circulaire, mais non répétitive à l'identique. Chaque cycle introduit des variations. Le monde ne recommence jamais exactement de la même manière. Il se réajuste en conservant les traces de ce qui a précédé. Cette conception se reflète dans la manière dont les catastrophes sont évoquées. Elles ne sont pas décrites comme des anomalies, mais comme des phases nécessaires. Le monde se nettoie, se rééquilibre, parfois au prix de pertes importantes. Cette acceptation n'est pas fataliste. Elle est pragmatique. Elle reconnaît les limites de toute structure, aussi élaborée soit-elle. Les cycles de destruction inscrits dans l'argile servent aussi de rappel. Ils avertissent que l'ordre présent n'est pas garanti. Les cités peuvent disparaître. Les lois peuvent être oubliées. Les dieux eux-mêmes peuvent se retirer ou changer de rôle. Cette instabilité fondamentale confère au récit une tonalité grave, mais jamais désespérée. Le monde continue, même lorsqu'il se défait. En observant ces textes, on comprend que pour les Sumériens, la mémoire des destructions passées était essentielle à la survie du présent. Oublier ces cycles aurait été dangereux. Cela aurait conduit à une confiance excessive dans la permanence de l'ordre. L'écriture devient alors un outil de vigilance. Elle conserve non seulement les réussites, mais aussi les effondrements. Cette vigilance prépare la transition suivante du récit. Car si les cycles de destruction sont inscrits dans la structure même du monde, alors certains lieux, certaines forces doivent jouer un rôle particulier dans leur déclenchement ou leur régulation. Parmi eux, un espace revient de manière insistante dans les textes, à la fois source de vie et de déséquilibre potentiel. Un espace profond, ancien, difficile à contenir, dont la présence silencieuse relie tous les cycles entre eux. Dans les récits sumériens, l'humanité n'apparaît pas toujours comme une création soudaine, clairement délimitée dans le temps. Avant même que les textes ne décrivent l'acte de façonner l'être humain,
Des allusions discrètes laissent entendre qu'une présence humaine, ou du moins une forme de préhumanité, existait déjà à l'état diffus. Ces références sont rares, fragmentaires, presque accidentelles. Elles ne décrivent pas des individus ni des sociétés organisées, mais une condition, une possibilité inscrite dans le monde avant d'être pleinement réalisée. Les tablettes évoquent parfois un temps où le travail n'était pas encore assigné, où les tâches n'étaient pas réparties, où les forces divines elles-mêmes semblaient déporter un poids excessif. Cette fatigue implicite suggère l'absence de relais. Or, l'idée même d'un relais implique qu'une autre entité puisse, à terme, prendre en charge certaines fonctions. L'humanité apparaît alors en creux, non comme une invention, mais comme une réponse à une situation déjà existante. Cette présence anticipée n'est jamais décrite avec précision. Les textes ne parlent pas de corps, ni de forme définie. Ils évoquent plutôt une capacité latente, une potentialité inscrite dans la matière du monde. L'humain n'est pas encore séparé du reste du vivant. Il n'est pas distingué par un statut particulier. Il fait partie d'un ensemble plus vaste, encore indifférencié. Cette vision contraste fortement avec les récits ultérieurs où l'humanité est clairement assignée à un rôle spécifique. Les Sumériens semblent suggérer que l'humanité n'est pas née d'un vide. Elle émerge d'un contexte déjà chargé, déjà structuré en partie. Les conditions de son apparition sont préparées longtemps à l'avance. Le monde doit atteindre un certain degré de stabilité pour que l'humain puisse exister durablement. Avant cela, toute forme humaine resterait instable, incomplète, incapable de s'inscrire dans le temps. Cette idée transparaît dans la manière dont les textes parlent de la Terre avant la création humaine. Elle est décrite comme fertile mais non exploitée. Les cycles naturels existent mais ne sont pas orientés. Rien n'est encore cultivé au sens plein. Cette terre en attente semble déjà destinée à accueillir une présence capable d'interagir avec elle de manière répétée. L'humanité est ainsi suggérée comme une fonction à venir, plus que comme une entité déjà formée. Certaines tablettes utilisent des expressions qui évoquent une absence ressentie. Les dieux sont actifs, les forces sont en place, mais quelque chose manque. Ce manque n'est pas nommé immédiatement. Il est perçu à travers ses effets. Les tâches s'accumulent. L'équilibre devient plus difficile à maintenir. Cette tension prépare l'idée qu'une nouvelle catégorie d'êtres doit apparaître pour absorber une partie de cette charge. Il est important de noter que cette humanité anticipée n'est pas idéalisée. Elle n'est pas présentée comme supérieure ni comme centrale. Elle est envisagée comme une nécessité fonctionnelle. Les Sumériens ne projettent pas une vision flatteuse de l'humain dans ces passages. Ils décrivent donc plutôt une intégration progressive dans un système déjà existant. L'humain n'est pas au sommet, il est inséré. Cette insertion progressive explique pourquoi la création humaine, lorsqu'elle est enfin décrite, n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une continuité. Les matériaux utilisés, les gestes évoqués, les intentions sous-jacentes renvoient à un monde déjà ancien. L'humanité est façonnée à partir de ce qui existe, imprégnée des couches précédentes de réalité. Elle porte en elle la mémoire du monde d'avant, même si elle n'en aura pas conscience. Les allusions à une de l'humanité avant sa création soulèvent aussi une question subtile. Si l'humain était déjà présent à l'état potentiel, qu'est-ce qui distingue véritablement le moment de sa création ? Les textes semblent suggérer que ce n'est pas l'apparition d'une forme nouvelle, mais l'attribution d'une fonction claire. L'humain devient humain lorsqu'il reçoit un rôle, lorsqu'il est reconnu comme tel dans l'ordre du monde. Cette reconnaissance marque une frontière symbolique. Avant, l'humain est confondu avec la matière, avec les cycles naturels. Après, il devient un acteur identifiable. Cette transition n'est pas décrite comme une élévation morale ou spirituelle. Elle est pragmatique, elle répond à un besoin d'organisation. Le monde ordonné requiert des intermédiaires capables d'agir de manière répétée et prévisible. Les Sumériens semblent conscients des implications de cette transformation. En donnant à l'humanité une fonction, ils l'inscrivent dans la logique de l'ordre cosmique. L'humain n'est pas libre au sens moderne du terme. Il est lié à une responsabilité. Cette responsabilité le distingue mais l'enchaîne aussi. Les textes ne célèbrent pas cette condition. Ils la constatent. Ainsi, l'évocation d'une humanité avant sa propre création n'est pas une contradiction mais une nuance essentielle. Elle montre que pour les Sumériens, rien n'apparaît sans préparation. Chaque être, chaque fonction, chaque rôle est le résultat d'une accumulation lente de conditions.
L'humain est le produit d'un monde qui a appris à se structurer, mais qui a encore besoin d'aide pour se maintenir. Cette conception donne à l'humanité une place particulière, ni centrale ni marginale. Elle est nécessaire, mais remplaçable. Elle est intégrée, mais dépendante. Et c'est précisément cette position intermédiaire qui prépare la suite du récit. Car une fois l'humain reconnu comme acteur du monde, une nouvelle question se pose, plus silencieuse encore. Jusqu'où cet acteur peut-il agir sans perturber l'équilibre fragile qui l'a rendu possible ? Dans les textes sumériens, l'Abzu occupe une position difficile à définir. Il n'est ni totalement séparé du monde ordonné, ni pleinement intégré à ses structures visibles. Il est décrit comme un espace profond, ancien, associé aux eaux souterraines, mais aussi comme une réalité plus vaste, presque conceptuelle. L'Abzu n'est pas seulement un lieu, il est une condition persistante, un rappel constant de ce qui existait avant la stabilisation du monde. Les scribes évoquent par l'Abzu avec une prudence particulière. Il est présent dans les récits, mais rarement développé. Son rôle est suggéré plus qu'expliqué. Cette retenue donne l'impression que l'Abzu ne se laisse pas facilement réduire au langage. Il appartient à une couche de réalité qui résiste à la description directe. On ne le parcourt pas, on ne le transforme pas. On le reconnaît. L'Abzu est souvent associé à l'origine des eaux, mais ces eaux ne sont pas celles qui nourrissent directement les champs ou les cités. Elles sont plus profondes, plus anciennes, chargées de mémoire. Elles relient le monde présent à ses états antérieurs. En ce sens, l'Abzu agit comme une archive naturelle, un réservoir où les formes anciennes continuent d'exister sous une autre modalité. Ce qui rend l'Abzu particulièrement intrigant, c'est son ambivalence. Il est à la fois source de stabilité et de déséquilibre potentiel. Les eaux qu'il contient nourrissent couramment la terre, mais si elles échappent à leur confinement, elles peuvent tourner et tout submerger. Cette dualité reflète la relation complexe que les Sumériens entretenaient avec leur environnement. Ce qui permet la vie peut aussi la dissoudre. Dans certains récits, l'Abzu est lié à des figures divines associées à la sagesse et à la connaissance. Cela suggère que cet espace profond n'est pas seulement matériel, il est aussi cognitif. Il contient des savoirs anciens antérieurs à l'ordre actuel. Ces savoirs ne sont pas toujours accessibles. Ils doivent être approchés avec précaution, car ils ne sont pas conçus pour le monde tel qu'il est devenu. Les Sumériens semblent percevoir l'Abzu comme une zone de transition permanente. Il relie le monde visible à des couches plus anciennes de réalité. Il n'appartient ni entièrement au passé, ni complètement au présent. Cette position intermédiaire en fait un lieu de passage, mais aussi un point de tension. Trop s'en éloigner, et le monde perd sa profondeur. Trop s'en approcher, et l'équilibre est menacé. Les tablettes ne décrivent jamais l'Abzu comme chaotique au sens strict. Il possède une forme d'ordre propre, mais cet ordre est différent, incompatible avec celui de la surface. Les règles qui s'y appliquent ne sont pas celles des cités ou des dieux actifs. Cette altérité explique pourquoi l'Abzu ne peut pas être intégré pleinement. Il doit rester en marge pour que le monde ordonné fonctionne. Cette marginalité contrôlée est essentielle. L'Abzu agit comme un fondement invisible. Le monde repose sur lui sans jamais le maîtriser. Cette relation asymétrique est acceptée, presque respectée. Les Sumériens ne cherchent pas à conquérir l'Abzu. Ils reconnaissent entre ses limites et les leurs. Cette reconnaissance témoigne d'une compréhension profonde des contraintes structurelles du monde. Les récits suggèrent aussi que l'Abzu joue un rôle dans les cycles de destruction et de renouvellement. Lorsque l'ordre se fragilise, lorsque les limites sont mal entretenues, les forces associées celui-là à l'Abzu peuvent se manifester plus directement. Ce n'est pas une intervention volontaire, mais une conséquence. Le monde, en perdant sa cohérence, redevient perméable à ce qui avait été contenu. Cette perméabilité explique pourquoi l'Abzu est souvent mentionné dans des contextes de transition. Il apparaît lorsque des changements majeurs sont en cours, lorsque l'ancien et le nouveau se chevauchent. Il n'est jamais au centre de l'action, mais toujours à proximité, comme une présence latente. Cette position renforce son caractère fondamental. Sur ce qui explique que le plus ancien n'a pas besoin d'être visible pour être déterminant. Les Sumériens semblent avoir intégré cette idée dans leur conception de la stabilité. Maintenir l'ordre ne signifie pas éliminer l'Abzu, mais préserver la distance juste. Trop de séparation affaiblit les fondations. Trop de proximité dissout les structures. L'équilibre repose sur une relation dynamique, jamais entièrement résolue. En observant la place de l'Abzu dans les récits, on comprend que le monde sumérien est construit sur des couches superposées, chacune avec ses règles propres.
L'Abzu représente la couche la plus ancienne encore active, celle qui relie le présent à des états du monde qui ne peuvent non plus être vécus, mais qui continuent d'influencer ce qui est. Cette influence silencieuse prépare la suite du récit. Car si l'Abzu contient des mémoires et des forces antérieures à l'ordre actuel, alors les entités qui émergeront pour gouverner ce monde devront composer avec cette profondeur. Elles ne pourront pas simplement créer à partir de rien. Elles devront s'inscrire dans une continuité ancienne, déjà chargée de tensions et de souvenirs. Et c'est dans cette continuité que se profile progressivement l'arrivée de figures qui ne se présentent pas comme des origines, mais comme des réponses. À mesure que les récits sumériens gagnent en complexité, une impression persistante s'installe. Quelque chose est constamment évoqué sans être formulé clairement. Les tablettes décrivent des transitions, des réorganisations, des présences anciennes, mais évitent tant soigneusement certaines explications. Les événements semblent reliés, cohérents, mais il manque toujours une articulation explicite. Ce silence n'est pas une lacune accidentelle. Il semble intentionnel, presque structurant. Les scribes sumériens écrivent comme s'ils s'adressaient à un monde déjà conscient de certaines vérités. Ils n'insistent tout pas sur ce qui leur paraît aller de soi. Pourtant, pour un regard moderne, ces évidences restent insaisissables. Les textes supposent une compréhension partagée, aujourd'hui perdue. Ce décalage crée une zone d'ombre, un espace interprétatif où les faits sont présents, mais leur enchaînement profond demeure voilé. Les récits mentionnent des états du monde qui se succèdent sans toujours préciser les causes exactes de ces transitions. L'ordre apparaît, se stabilise, se fragilise parfois, mais les mécanismes précis restent flous. Les dieux agissent, mais leurs motivations ne sont pas toujours détaillées. Les forces anciennes persistent, mais leur influence n'est jamais quantifiée. Cette absence de précision donne au texte une qualité particulière, presque suspendue. Il serait tentant de combler ces silences par des interprétations modernes. Pourtant, les Sumériens semblent avoir résisté à cette tentation. Ils n'ont pas cherché à tout expliquer. Ils ont accepté que certaines relations causales échappent au langage. Cette retenue suggère une conception du monde où la compréhension humaine a des limites claires. Tout ne peut pas être ramené à une narration complète. Cette attitude transparaît dans la manière dont les textes traitent l'origine des structures fondamentales. Les tablettes décrivent ce qui est mis en place, mais rarement comment cela l'a été dans le détail. Les gestes fondateurs sont suggérés, pas détaillés. Comme si l'acte lui-même importait moins que son résultat durable. Le monde fonctionne, cela suffit. Les silences continents sont particulièrement frappants lorsqu'il est question des forces anciennes. Leur retrait est mentionné, leur persistance est reconnue, mais les raisons profondes de leur effacement restent implicites. Les textes ne parlent pas de conflits ouverts, ni de décisions explicites. Ils décrivent un glissement, une réorientation. Cette absence de justification renforce l'impression que ces changements relèvent d'une logique plus vaste, non accessible à une explication simple. Il en va de même pour l'humanité. Les tablettes expliquent son rôle, sa fonction, mais restent discrètes sur les raisons profondes de son apparition à ce moment précis. Pourquoi maintenant et pas avant ? Pourquoi sous cette forme et pas une autre ? Les textes constatent la nécessité sans en dévoiler l'origine ultime. L'humain apparaît comme une solution pratique à un problème structurel, mais la nature exacte de ce problème reste partiellement implicite. Ces non-dits en créant une tension subtile dans les récits. Le lecteur sent qu'il existe une cohérence sous-jacente, mais qu'elle ne peut pas être entièrement formulée. Cette tension n'est jamais résolue. Elle accompagne l'ensemble du corpus. Les Sumériens semblent avoir accepté que le monde repose sur des fondations partiellement incompréhensibles, et que tenter de les exposer entièrement serait vain. Certains chercheurs ont suggéré que ces silences reflètent une transmission fragmentaire, des pertes de texte, des lacunes matérielles. Mais cette explication ne suffit pas. La cohérence des omissions, leur récurrence, leur position stratégique dans le récit indiquent une intention narrative. Les silences sont placés là où une explication trop précise risquerait de réduire la profondeur du récit. Il est aussi possible que ces textes aient été conçus pour être interprétés à plusieurs niveaux. Ce qui est laissé inexpliqué à un niveau pourrait être compris à un autre, réservé à des initiés ou transmis oralement. L'écriture ne contiendrait alors qu'une partie du savoir volontairement limitée. Cette hypothèse correspond à la place particulière accordée aux scribes, détenteurs d'un savoir qui dépasse la simple lecture. Les tablettes deviennent ainsi des objets à double fonction. Elles transmettent des récits, mais elles signalent aussi leurs propres limites.
Elle montre ce qui peut être dit et ce qui doit rester suggéré. Cette distinction confère aux textes une profondeur durable. Ils ne se referment jamais complètement sur eux-mêmes. Ils invitent à une lecture attentive, répétée, consciente de ses propres incertitudes. Ce qui est suggéré, sans être expliqué, agit comme une force silencieuse. Il relie les différentes strates du récit, de l'avant-monde indistinct à l'ordre stabilisé. Il donne au monde une continuité qui dépasse les événements décrits. Les transitions ne sont pas de simples épisodes. Elles participent d'un mouvement plus large dont les contours restent volontairement flous. À travers ces silences, les Sumériens semblent transmettre une idée essentielle. Le monde n'est pas entièrement transparent à lui-même. Il fonctionne sur la base de compromis, d'ajustements, de renoncements dont les raisons profondes ne sont pas toujours accessibles. Accepter cette opacité fait partie de l'équilibre. Cette acceptation prépare un glissement important dans le récit. Car lorsque de nouvelles figures apparaîtront pour organiser, répartir, administrer le monde, elles le feront dans un contexte déjà chargé de non-dits. Leur rôle ne sera pas de révéler ces mystères, mais de composer avec eux. Elles ne viendront pas expliquer ce qui précède, mais répondre à ses conséquences. Et c'est dans cette posture, plus que dans un acte de création, que se dessine la nature de ce qui va suivre. Lorsque les Anunnaki apparaissent enfin dans les textes sumériens, leur présence ne marque pas un commencement absolu. Rien, dans la manière dont ils sont introduits, ne suggère qu'ils surgissent dans un monde vierge ou silencieux. Au contraire, tout indique aussi qu'ils arrivent dans un espace déjà structuré, déjà chargé d'histoire, déjà traversé par des tensions anciennes. Les Anunnaki ne fondent pas le monde. Ils interviennent dans un monde qui existe depuis longtemps et qui a déjà connu plusieurs états. Les tablettes les présentent avant tout comme des figures de répartition et d'organisation. Leur rôle principal n'est pas de créer les éléments fondamentaux, mais de les administrer. Ils établissent l'ensemble des fonctions, définissent des responsabilités, répartissent dans les charges. Cette posture est révélatrice. Elle suggère que l'ordre existe déjà, mais qu'il n'est pas encore suffisamment stabilisé pour se maintenir sans supervision. Les Anunnaki apparaissent comme une réponse à cette fragilité. Leur autorité n'est jamais décrite comme arbitraire. Elle repose sur une compétence reconnue, sur une capacité à comprendre les équilibres du monde. Ils savent où placer les limites, où intervenir, où s'abstenir. Cette connaissance ne vient pas d'une création ex nihilo, mais d'une lecture attentive de ce qui existe déjà. Les Anunnaki héritent d'un monde ancien. Ils doivent composer avec ces couches profondes. Les textes montrent clairement que les Anunnaki ne suppriment pas les forces anciennes. Ils n'effacent ni l'Abzu, ni les dieux sans nom, ni les cycles inscrits dans la matière du monde. Ils organisent leur coexistence. Leur rôle consiste à rendre habitable un monde fondamentalement instable. Cette mission est complexe car elle implique de maintenir un équilibre entre ce qui doit rester contenu et ce qui peut être exprimé. Les Sumériens insistent sur la dimension collective des Anunnaki. Ils ne forment pas une figure unique, mais un ensemble. Cette pluralité reflète la complexité de la tâche. Aucun être ne peut, à lui seul, administrer un monde aussi stratifié. L'ordre ne repose pas sur une volonté unique, mais sur une coordination. Cette coordination implique des compromis, des ajustements constants. Il est significatif que les Anunnaki soient souvent associés à des assemblées, à des décisions prises gros ensemble. Leur pouvoir n'est pas sincère, n'est pas instantané. Il est délibéré. Cela suggère que le monde qu'ils gouvernent ne peut pas être contrôlé par la force seule. Il exige une compréhension fine des relations entre les différentes strates de réalité. Les Anunnaki ne dominent pas le monde, ils le gèrent. Cette gestion s'étend aussi à l'humanité. Les Anunnaki ne créent pas l'humain à partir de rien. Ils reconnaissent pour son potentiel, déjà inscrit dans le monde, et lui attribuent une place plus définie. Cette attribution n'est pas présentée comme un don généreux, mais comme une nécessité fonctionnelle. L'humanité devient un élément de l'ordre, avec ses obligations et ses limites. Les textes ne décrivent jamais les Anunnaki comme parfaitement détachés des contraintes du monde. Ils sont eux-mêmes soumis à des règles, à des équilibres qu'ils ne contrôlent pas entièrement. Leur autorité est réelle, mais conditionnelle. Elle dépend de leur capacité à maintenir l'ordre sans rompre les fondations anciennes. Cette dépendance explique pourquoi leur rôle est souvent présenté comme exigeant, presque pesant. Dans cette perspective, l'arrivée des Anunnaki ressemble moins à une intervention spectaculaire qu'à une prise de fonction.
Ils entrent dans un système déjà en place et tentant de le rendre durable. Leur présence est un ajustement, pas une rupture. Les Sumériens semblent ainsi suggérer que chaque nouvel ordre s'appuie sur une administration plus fine du précédent, plutôt que sur une refondation totale. Cette vision relativise l'idée d'une origine absolue. Le monde n'a pas été créé une seule fois. Il n'a pas été réorganisé à plusieurs reprises. Les Anunnaki représentent l'une de ces réorganisations, peut-être la plus aboutie du point de vue sumérien, mais pas la première. Ils s'inscrivent dans une continuité longue, marquée par des transitions lentes et des compromis successifs. En filigrane, les textes laissent entendre que même cette organisation n'est pas définitive. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme éternels dans leur rôle. Leur fonction dépend de l'état du monde. Si les conditions changeaient, si l'équilibre venait à se rompre de manière irréversible, leur autorité pourrait elle aussi être remise en question. Cette possibilité n'est jamais développée, mais elle est implicite. Ainsi, comprendre les Anunnaki comme une réponse plutôt que comme une origine transforme profondément la lecture des textes sumériens. Ils ne sont pas des créateurs isolés, mais des gestionnaires d'un héritage ancien. Leur pouvoir est réel, mais limité par ce qu'ils ont reçu. Et cette limite est essentielle, car elle rappelle que le monde, même sous leur administration, reste fondamentalement instable. Cette instabilité contenue prépare la suite du récit. Car si les Anunnaki organisent en rendre le monde à partir d'un passé brisé, alors la manière dont les Sumériens regardent ce passé devient cruciale. Ce regard n'est pas tourné vers un âge d'or perdu, mais vers une succession de ruptures. Et c'est cette conscience d'un monde réinitialisé à plusieurs reprises qui façonne leur compréhension du présent. Dans les textes sumériens, le passé n'est jamais évoqué comme un âge d'or intact. Il apparaît fragmenté, discontinu, marqué par des ruptures successives. Cette manière de regarder en arrière n'est pas nostalgique. Elle est analytique, presque prudente. Les Sumériens ne cherchent pas à retrouver ce qui a été perdu. Ils cherchent à comprendre pourquoi cela n'a pas pu durer. Le passé devient alors un champ d'observation, non un refuge. Cette attention portée aux ruptures révèle une conscience aiguë de la fragilité du monde. Les Sumériens savaient que leur présent reposait sur des couches instables. Les cités, les lois, les temples n'étaient pas perçus comme des acquis définitifs. Ils étaient le résultat d'un équilibre maintenu avec difficulté. Regarder vers un passé brisé permettait de mesurer ce qui pouvait à nouveau se fissurer. Les récits anciens insistent rarement sur les moments de prospérité prolongée. Ils préfèrent évoquer les transitions, les effondrements, les réorganisations. Ce choix narratif n'est pas accidentel. Il reflète une vision du temps où la continuité est l'exception, non la règle. Le monde avance par ajustements successifs, souvent déclenchés par des déséquilibres devenus trop importants pour être absorbés. Dans ce contexte, le passé brisé n'est pas honteux, il est instructif. Chaque rupture contient une leçon implicite. Les Sumériens semblent se considérer que l'oubli est plus dangereux que la perte. Se souvenir des effondrements passés, même de manière fragmentaire, permet d'anticiper les failles du présent. La mémoire devient un outil de stabilité. Cette mémoire n'était pas toujours précise. Les textes n'offrent pas de chronologie exhaustive des mondes précédents. Ils transmettent plutôt des impressions, des motifs récurrents, des eaux qui débordent, des structures qui se dissolvent, des autorités qui se retirent. Ces motifs fonctionnent comme des avertissements. Ils signalent des dynamiques plutôt que des événements isolés. Les Sumériens ne décrivent jamais leur passé comme totalement révolu. Il est toujours présent sous une forme ou une autre. Dans les paysages, dans les rites, dans les silences des textes. Cette présence diffuse explique pourquoi le passé est regardé avec sérieux. Il n'est pas distant. Il cohabite avec le présent, parfois de manière imperceptible. Cette cohabitation est visible dans la manière dont les cités sont construites. Les nouvelles structures reposent souvent sur des couches anciennes. Les temples sont reconstruits sur des fondations antérieures. Chaque génération hérite littéralement des vestiges de celles qui l'ont précédée. Le passé brisé n'est pas effacé. Il est intégré, parfois sans être pleinement compris. Les textes reflètent cette intégration matérielle par une intégration symbolique. Les récits anciens ne cherchent pas à uniformiser le passé. Ils acceptent ces contradictions, ces zones d'ombre. Les Sumériens semblent avoir compris que tenter de produire un récit parfaitement cohérent du passé serait artificiel. Le monde n'a pas évolué de manière linéaire. Le récit ne doit pas l'être non plus. Cette attitude explique la retenue avec laquelle certains événements sont évoqués. Les destructions ne sont pas dramatisées, elles sont constatées. Cette sobriété suggère une familiarité avec la perte.
Les Sumériens vivaient dans un environnement où les crues, les sécheresses et les changements du cours des fleuves pouvaient bouleverser des régions entières. Le passé brisé faisait partie de l'expérience quotidienne. Mais au-delà de l'expérience matérielle, il existe une dimension plus profonde. Les textes suggèrent que le monde lui-même porte les traces de de ruptures antérieures à l'humanité. Les séparations cosmiques, les retraits des forces anciennes, les cycles de réorganisation indiquant que la fracture est une condition structurelle. Le passé est brisé parce que le monde est brisable. Regarder vers ce passé revient alors à reconnaître une vérité inconfortable. L'ordre actuel n'est pas la forme ultime de la réalité. Il est une configuration parmi d'autres, rendue possible par des renoncements et des exclusions. Les Sumériens semblent avoir accepté que chaque stabilité repose sur une part de perte. Comprendre cette perte permet de mieux comprendre ce qui a été gagné. Cette conscience influence la manière dont les Anunnaki eux-mêmes sont perçus. Ils ne sont pas vus comme des restaurateurs d'un passé idéal, mais comme des administrateurs d'un monde imparfait. Leur rôle consiste à maintenir un équilibre hérité d'un passé fragmenté. Ils ne peuvent pas réparer ce qui a été brisé avant eux. Ils peuvent seulement gérer ses conséquences. Les Sumériens regarderont donc vers un passé brisé, non par regret, mais par lucidité. Ils savaient que le présent ne pouvait être compris sans cette profondeur temporelle. Chaque loi, chaque rituel, chaque hiérarchie divine s'inscrit dans une histoire de rupture. Ignorer cette histoire aurait rendu l'ordre actuel incompréhensible. Cette lucidité confère au texte une tonalité particulière. Il n'y a pas de promesse de perfection future. Il n'y a pas d'idée de progrès irréversible. Le monde peut toujours se réorganiser, pour le meilleur ou pour le pire. Cette incertitude n'est pas présentée comme une menace constante, mais comme une condition de l'existence. En gardant le regard tourné vers un passé brisé, les Sumériens se rappelaient que la stabilité exige une vigilance permanente. L'ordre n'est jamais donné une fois pour toutes. Il doit être entretenu, ajusté, parfois reconstruit. Cette leçon traverse l'ensemble des récits, discrètement, sans être formulée explicitement. Et c'est peut-être pour cette raison que leurs textes se terminent rarement sur des certitudes. Ils laissent des questions ouvertes, des zones non résolues. Le passé brisé n'est pas refermé. Il continue d'informer le présent. Et dans cette continuité imparfaite, une dernière interrogation commence à se dessiner. Si le monde a déjà été réorganisé à plusieurs reprises, alors qu'est-ce qui garantit que l'ordre actuel sera le dernier ? Dans les textes sumériens, l'idée d'un monde réinitialisé n'est jamais formulée de manière directe. Elle s'insinue lentement, à travers des indices dispersés, des discontinuités assumées, des changements d'état qui ne sont jamais expliqués comme de simples évolutions. Le monde semble avoir été remis en place plus d'une fois, non pas à l'identique, mais selon des configurations nouvelles, adaptées à des conditions différentes. Cette impression ne repose pas sur un récit unique, mais sur une accumulation de détails qui, mis bout à bout, dessinent une logique de réinitialisation. Les tablettes parlent de commencements multiples, les listes royales repartent, les fonctions sont redistribuées, les structures divines se réorganisent. Ces recommencements ne sont pas présentés comme des anomalies, ils sont intégrés au récit comme des faits normaux. Le monde n'a pas une seule origine, mais plusieurs points de reprise. Chaque reprise implique un tri, une sélection de ce qui peut être conservé et de ce qui doit être abandonné. Ce qui frappe, c'est que ces réinitialisations ne sont jamais totales. Rien n'est effacé complètement. Des éléments persistent, parfois sous des formes altérées. Des noms reviennent, mais avec des rôles modifiés. Des lieux conservent une importance symbolique malgré les changements. Cette continuité partielle suggère que la réinitialisation n'est pas une destruction absolue, mais une restructuration profonde. Les Sumériens semblent avoir perçu ces ruptures comme nécessaires. Lorsque l'ordre atteint ses limites, lorsqu'il ne peut plus absorber les tensions accumulées, il doit être repensé. La réinitialisation devient alors une solution, non un échec. Elle permet au monde de continuer sous une autre forme. Cette vision confère au changement une dimension pragmatique, loin de toute idéalisation. Les traces de ces mondes précédents apparaissent souvent dans les silences du récit. Les tablettes passent rapidement sur certains événements, comme si leurs détails n'étaient plus pertinents. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui a été perdu, mais ce qui a survécu. Les textes privilégient les continuités fonctionnelles. Ce qui continue d'agir mérite d'être mentionné. Le reste s'efface.
Cette sélection implicite révèle une conception particulière de la mémoire. Ce souvenir ne signifie pas tout conserver. Cela implique de distinguer ce qui est encore opérant de ce qui ne l'est plus. Les Sumériens ne cherchaient pas à archiver le passé dans son intégralité. Ils en extrayaient des principes. Les mondes réinitialisés laissaient notamment des règles, des équilibres, des avertissements. Les récits de destruction, de retrait divin, de réorganisation cosmique prennent alors une autre dimension. Ils ne décrivent pas une fin définitive, mais un passage. Le monde traverse une zone de désajustement avant de se stabiliser à nouveau. Cette stabilisation n'est jamais identique à la précédente. Elle intègre des corrections, des adaptations, parfois des simplifications. Les Sumériens ne décrivent jamais le processus de réinitialisation comme maîtrisé. Il échappe en grande partie à la volonté humaine et même divine. Les Anunnaki eux-mêmes interviennent dans un cadre déjà contraint. Ils ne décident pas du moment où le monde doit être réorganisé. Ils agissent lorsque cela devient inévitable. Cette contrainte souligne l'existence de lois plus profondes, antérieures à toute autorité identifiable. Les traces polymatérielles de ces réinitialisations renforcent cette lecture. Les couches archéologiques montrent des cités abandonnées, reconstruites, traces déplacées. Les récits mythiques résonnent avec ces observations sans jamais les décrire directement. Le monde sumérien est marqué par des interruptions répétées, que ce soit dans la continuité des établissements humains ou dans la transmission des récits. Cette convergence entre le texte et le sol suggère que les Sumériens vivaient dans la conscience permanente d'un monde susceptible de changer brutalement. La réinitialisation n'était pas une hypothèse abstraite, elle faisait partie de l'horizon mental. Les récits anciens fonctionnaient comme des cadres d'interprétation permettant de donner sens à ces ruptures. Dans cette perspective, l'ordre actuel n'est jamais perçu comme définitif. Il est le résultat d'une dernière réorganisation dont les conditions pourraient un jour ne plus être réunies. Cette conscience introduit une forme de modestie dans la manière dont le monde est décrit. Les textes évitent les proclamations définitives. Ils laissent toujours une marge d'incertitude. Les traces d'un monde réinitialisé se manifestent aussi dans la manière dont les fonctions sont attribuées. Certaines responsabilités semblent avoir été ajustées à la suite de crises antérieures. Les dieux, les humains, les forces naturelles occupent une des places qui semblent de répondre à des déséquilibres passés. Le monde apparaît comme un système corrigé, mais non parfait. Cette imperfection assumée est centrale. Elle permet au monde de rester flexible. Un système trop rigide ne survivrait pas à une réinitialisation. Les Sumériens semblent avoir compris que la capacité à se transformer est une condition de la durée. Le monde ne persiste pas malgré les ruptures, mais grâce à elles. Ainsi, les traces d'un monde réinitialisé ne sont pas seulement des vestiges du passé. Elles sont des indicateurs de la manière dont la réalité fonctionne. Elles montrent que la continuité n'est jamais linéaire, que la stabilité est toujours provisoire. Le monde avance par paliers, séparés par des phases de recomposition. Cette compréhension prépare la dernière étape du récit. Si le monde a déjà été réinitialisé, si l'ordre actuel est le produit d'un ajustement récent à l'échelle cosmique, alors une question demeure, silencieuse mais persistante. Comment reconnaître les signes d'une nouvelle transition ? Et surtout, comment distinguer ce qui relève d'un simple déséquilibre passager de ce qui annonce une transformation plus profonde encore ? Lorsque l'on aborde les textes sumériens avec un regard contemporain, une distance naturelle s'impose. Le langage est symbolique, les cadres conceptuels sont éloignés des nôtres, et pourtant, certaines intuitions résonnent étrangement avec des observations modernes. Il ne s'agit pas d'y chercher des connaissances scientifiques au sens actuel, mais de reconnaître des manières de penser le monde qui reposent sur une observation attentive des cycles, des équilibres et des ruptures. La science moderne décrit la réalité comme un système dynamique, soumis à des phases de stabilité relative interrompues par des transitions rapides. Cette idée trouve un écho discret dans les récits sumériens. Le monde n'y est jamais figé. Il traverse des états successifs, chacun adapté à des conditions spécifiques. Les périodes de stabilité sont précieuses mais temporaires. Elles dépendent d'un ajustement constant entre forces opposées. Les Sumériens n'avaient pas les outils conceptuels pour formaliser ces dynamiques, mais ils en percevaient les effets. Leur environnement imposait une attention continue aux variations du monde naturel. Les fleuves changeaient de cours, les terres fertiles devenaient stériles. Les cités prospéraient, puis disparaissaient maintenant. Ces observations ont façonné une vision du monde où le changement n'est pas une exception, mais une règle sous-jacente.
Les sciences de la Terre reconnaissent aujourd'hui que les paysages portent la mémoire de transformations profondes. Les couches du sol conservent les traces d'inondations, de sécheresse, de déplacements tectoniques. Les Sumériens, sans disposer de ces cadres théoriques, lisaient pas déjà le sol comme un palimpseste. Leur récit cosmique reflète en terrain cette lecture stratifiée de la réalité. La notion de cycle, si présente dans les textes anciens, trouve aussi un écho dans la compréhension moderne des systèmes complexes. Un système trop rigide finit par se rompre. Un système trop instable ne peut se maintenir. La durabilité repose sur une zone intermédiaire où les ajustements sont possibles sans effondrement total. Cette idée Oxperimailon, exprimée aujourd'hui en termes abstraits, apparaît chez les Sumériens sous la forme de récits d'équilibre fragile et de réorganisation nécessaire. Même la place accordée aux forces anciennes, jamais totalement éliminées, rappelle une intuition moderne. Les systèmes ne repartent jamais de zéro. Ils conservent des contraintes héritées. Les conditions initiales influencent plus durablement les configurations ultérieures. Les Sumériens expriment cette continuité à travers la persistance de l'Abzu, des dieux sans nom, des mémoires enfouies sous l'ordre visible. Il serait cependant trompeur de projeter directement les connaissances actuelles sur ces textes. Les récits sumériens ne cherchent pas à expliquer le monde par des lois universelles. Ils proposent une compréhension relationnelle, où les phénomènes sont interprétés à travers leurs interactions et leurs conséquences. Cette approche longtemps marginalisée retrouve aujourd'hui une place centrale dans certaines disciplines. Les sciences contemporaines reconnaissent de plus en plus l'importance des seuils. Un système peut absorber des perturbations jusqu'à un certain point, puis basculer soudainement dans un nouvel état. Les textes sumériens décrivent ce basculement sans le nommer. Ils parlent de moments où l'ordre ne suffit plus, où une réorganisation devient inévitable. Ce n'est pas une prédiction, mais un constat empirique. La manière dont les Sumériens traitent l'incertitude est également révélatrice. Ils n'essaient pas de la supprimer, ils l'intègrent. Le monde est décrit comme partiellement opaque, même pour les dieux. Cette reconnaissance des limites de la compréhension humaine rejoint une attitude scientifique fondamentale. Toute connaissance est provisoire, conditionnée par les outils et les cadres disponibles. Il existe aussi une convergence dans la manière d'aborder le temps. Les récits sumériens ne suivent pas une progression linéaire. Ils superposent et séparent les époques, relimant le présent à des états antérieurs encore actifs. La science moderne, en étudiant les systèmes naturels, adopte elle aussi une vision non linéaire du temps, où le passé continue d'influencer le présent de manière complexe. Ces résonances ne signifient pas que les Sumériens détenaient des vérités scientifiques cachées. Elles montrent plutôt que certaines manières de percevoir le monde émergent naturellement lorsqu'une société observe attentivement son environnement sur de longues périodes. La science moderne formalise ces observations. Les récits anciens les traduisent en images, en structures narratives. Ce dialogue indirect entre passé et présent invite à une lecture nuancée. Les textes sumériens ne sont ni des fables naïves, ni des traités dissimulés. Ils sont des tentatives de donner sens à un monde instable, à partir des moyens disponibles. Leur valeur réside moins dans les réponses qu'ils apportent que dans les questions qu'ils posent. Ces questions restent pertinentes. Qu'est-ce qui maintient un système en équilibre ? À quel moment une transformation devient-elle inévitable ? Comment reconnaître les signes d'un basculement avant qu'il ne se produise ? Les Sumériens n'y répondaient pas par des modèles, mais par des récits. Ces récits ont ainsi fonctionné comme des outils de vigilance, rappelant que la stabilité est toujours conditionnelle. En reconnaissant ces échos avec la science moderne, on ne réduit pas les textes anciens à de simples préfigurations. On leur rend au contraire leur complexité. Ils témoignent d'une intelligence attentive au monde, consciente de ses limites, mais déterminée à comprendre les dynamiques profondes qui façonnent la réalité. Cette reconnaissance ouvre naturellement sur une dernière interrogation. Si ces récits anciens et les observations modernes convergent sur un point, c'est sur l'idée que le monde n'est jamais définitivement stabilisé. Les systèmes évoluant se réorganisent, parfois de manière imperceptible jusqu'au moment du basculement. Face à cette réalité, une question demeure, discrète mais persistante, laissée ouverte depuis l'Argile jusqu'à aujourd'hui. Comment savoir si ce que nous appelons ordre n'est pas déjà en train de se transformer en autre chose ? À la fin des récits sumériens, il n'y a pas de clôture nette.
Les tablettes ne proposent pas de conclusion définitive, pas de résolution qui viendrait stabiliser une fois pour toutes le sens de ce qui a été raconté. Au contraire, elles semblent s'arrêter volontairement avant ce point, comme si le récit, arrivé à une certaine profondeur, devait se taire. Ce silence final n'est pas un oubli, il fonctionne comme une question maintenue ouverte. Les soscribes sumériens écrivaient dans un monde qu'ils savaient provisoire. Leur compréhension de la réalité reposait sur l'idée que chaque ordre, aussi élaboré soit-il, porte en lui les conditions de sa transformation. Cette conscience traverse l'ensemble des textes. Elle ne s'exprime pas par des avertissements explicites, mais par une retenue constante. Rien n'est présenté comme absolu, rien n'est garanti. La question laissée ouverte par les scribes ne concerne pas seulement l'avenir du monde. Elle concerne la nature même de l'ordre. Si l'ordre est une réponse à des déséquilibres anciens, alors il n'était jamais qu'une étape. Il résout certains problèmes, mais en crée d'autres, plus subtils, plus difficiles à percevoir. Cette dynamique rend toute stabilité suspecte. Ce qui semble fonctionner aujourd'hui pourrait être inadapté demain. Les textes sumériens suggèrent que les signes d'un basculement ne sont jamais spectaculaires au départ. Ils sont discrets, presque invisibles, un excès de rigidité, une répétition mécanique des gestes, une perte de sens dans les fonctions assignées. L'ordre continue de fonctionner, mais il le fait sans souplesse. Cette perte de flexibilité est l'un des indices les plus inquiétants, même si elle n'est jamais nommée comme telle. Les scribes ne donnent pas de méthode pour prédire une nouvelle réorganisation du monde. Ils ne proposeront pas de critères précis. Ils transmettent plutôt une attitude. Observer attentivement. Ne pas confondre stabilité apparente et équilibre réel. Se souvenir que les fondations du monde reposent sur des couches anciennes, toujours actives, même lorsqu'elles semblent contenues. Cette attitude se reflète dans la manière dont les textes sont transmis. Les tablettes ne cherchent pas à imposer une interprétation unique. Elles laissent de l'espace au doute. Les lacunes, les contradictions, les silences font partie intégrante du message. Comprendre le monde implique d'accepter qu'une partie de son fonctionnement échappe à toute formulation complète. La question laissée ouverte n'est donc pas une énigme à résoudre, mais une vigilance à maintenir. Les Sumériens semblent avoir compris que vouloir clore le récit du monde serait une erreur. Le monde n'est pas un problème à résoudre, mais un processus à accompagner. Toute tentative de figer son sens risque de provoquer le déséquilibre que l'on cherche à éviter. Cette perspective donne au texte une tonalité particulière. Il ne cherche pas à rassurer. Il n'annonce ni catastrophe imminente, ni salut final. Ils décrivent un monde en tension permanente, où chaque ajustement crée de nouvelles contraintes. Cette description est sobre, presque clinique. Elle ne cherche pas à provoquer l'émotion, mais la lucidité. Les Anunnaki eux-mêmes, figures centrales de l'ordre établi, ne sont pas présentés comme des garants éternels. Leur rôle est conditionné par l'état du monde. Ils administrent, ils organisent, mais ils ne contrôlent pas les dynamiques profondes. Cette limite est essentielle. Elle rappelle que même les plus hautes autorités sont inscrites dans un cadre qui les dépasse. En laissant la question ouverte, les scribes reconnaissent aussi leur propre position. Ils ne se présentent pas comme des détenteurs d'un savoir ultime. Ils sont des transmetteurs, des observateurs attentifs d'un monde ancien et complexe. Leur écriture n'est pas une réponse finale, mais un outil pour penser l'instabilité. Cette humilité intellectuelle contraste avec certaines lectures modernes qui cherchent souvent des certitudes dans les textes anciens. Les Sumériens, eux, semblent avoir accepté que certaines questions n'appellent pas de réponse définitive. Elles doivent rester actives pour éviter que la pensée ne se fige. La question laissée ouverte concerne finalement la relation entre le monde et ceux qui l'habitent. Jusqu'où peut-on organiser sans appauvrir ? Jusqu'où peut-on contenir sans provoquer une rupture ? À partir de quel moment l'ordre cesse-t-il de servir la continuité et devient-il un obstacle à l'adaptation ? Ces interrogations ne sont jamais formulées directement, mais elles structurent l'ensemble du récit. Les tablettes sumériennes nous parviennent fragmentées, parfois incomplètes, mais cette fragmentation est cohérente avec leur message. Le monde lui-même est fragmenté. Chercher à le comprendre exige d'accepter cette fragmentation, de travailler avec elle plutôt que contre elle. À la fin, il ne reste pas une conclusion, mais une posture. Regarder le monde comme un ensemble de couches superposées, chacune porteuse de tensions anciennes. Reconnaître que ce qui est visible n'est qu'une partie de ce qui agit. Maintenir une attention constante aux signes faibles, aux déséquilibres silencieux.
La question laissée ouverte par les scribes n'est donc pas tournée uniquement vers le passé. Elle traverse le présent et se projette vers l'avenir. Elle invite à se demander, sans urgence mais sans naïveté, si l'ordre que nous habitons aujourd'hui est encore en phase avec les forces qu'il prétend organiser. Et surtout, si nous saurons reconnaître le moment où cet ordre, comme ceux qui l'ont précédé, devra à son tour céder la place à une autre configuration du monde.